il y a un manque cruel d'éducation financière des Français, mais même à l'intérieur des banques. Un jour, quelqu'un qui me dit « Mathieu, je suis conseiller en gestion de patrimoine dans une banque. J'ai donné une conférence à mes collègues sur les ETF parce qu'ils ne connaissaient pas les ETF. » Ça me stupéfait toujours de voir qu'un banquier, aujourd'hui, il va vendre des alarmes incendie, du leasing de voiture, des forfaits téléphones, de l'assurance. Alarme incendie, etc. Ah oui, je savais même pas ça. Ok. Tu te dis, mais c'est quoi votre métier, monsieur? C'est l'alarme incendie ou c'est l'assurance vie ou le placement financier? Nous, c'est une question qu'on pose des fois. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à investir? Et souvent, ce qui ressort, en tout cas, c'est le regret numéro 1, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. C'est toujours ça. On se dit, si j'avais commencé à la naissance, c'est le mieux. Voilà. Quand on voit la courbe des intérêts composés. Voilà, c'est énorme, malheureusement, il a perdu 250 000 € qu'il avait mis sur l'action Casino. Casino qui s'est effondré. En 5 ans, elle a fait moins 99,9%. Mauvais pari. Tant qu'on achète de l'immobilier, on est gagnant. Beaucoup de gens qui pensent ça. Ouais. Ils disent, je suis locataire, je balance de l'argent par les fenêtres tous les mois. Pourquoi ne pas acheter ma résidence principale? Je vais forcément être gagnant. Voilà, ça c'est une erreur. 1900 milliards d'euros, c'est le montant que les Français avaient sur leur livret d'épargne en 2024 selon la Banque de France. Pourtant, quand on regarde en 2024, les taux de rendement des livrets d'épargne étaient inférieurs à l'inflation. Alors on imagine une quantité astronomique d'argent qui a fondu pendant cette période. Quand il s'agit d'épargne, les Français sont les champions. Mais quand il s'agit d'investissement, ça n'a rien à voir. Entre des frais hyper élevés, des stratégies pas du tout optimisées et un manque total d'éducation financière. Alors le but aujourd'hui avec cette vidéo, c'est voir ensemble concrètement comment bâtir une stratégie d'investissement de professionnels étape par étape. Et pour cela, qui de mieux que Mathieu Louvet, la référence de la gestion de patrimoine et de l'éducation financière sur YouTube. Bienvenue Mathieu. Merci. Bah écoute, merci à toi d'être ici, c'est un plaisir. Donc pour mettre un peu de contexte pour ceux qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont jamais vu de vidéo de toi sur YouTube, parce que ça fait des années maintenant que tu crées du contenu sur le sujet, tu es gestionnaire de patrimoine, donc tu as accompagné des centaines de personnes, autant sur le volet formation que gestion de patrimoine. Tu es aussi toi-même multi-investisseur, tu as moins de 30 ans, tu as déjà investi, généré quelques centaines de milliers d'euros, et comme on peut le voir dans tes vidéos. Et tu es aussi créateur de contenu, tu as plus de 200 000 abonnés aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, qu'on mettra aussi en description pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que pour commencer, tu peux rapidement juste te présenter ton parcours pour ceux qui ne t'auraient encore jamais vu? Merci déjà pour ta présentation, dithyrambique. Non, mais je pense que tu as raconté l'essentiel. Et effectivement, j'ai commencé une chaîne YouTube il y a 5-6 ans. Et j'étais un des premiers à parler vraiment des ETF sur YouTube. Donc, mais avec le côté investissement sérieux, rationnel, long terme. Donc c'est vrai que ça a bien plu. Et le message aussi, investir sur le long terme en bourse, ETF, accessible à tous, éducation financière, etc. Ça s'est énormément démocratisé. Donc forcément, ma chaîne a bien grandi depuis. Et donc on fait effectivement donc un programme de formation pour ceux qui veulent aller plus loin et bien gérer leur patrimoine. On a aussi une formation pour les chefs d'entreprise, donc pour apprendre à optimiser sa trésorerie quand on est chef d'entreprise. Et on a aussi un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, donc S'investir Conseil. On accompagne des particuliers, des chefs d'entreprise. Dans l'optimisation, on a une approche globale, donc à la fois sur les meilleurs placements financiers, mais aussi l'optimisation de la fiscalité, la transmission de patrimoine, la structuration, la sécurité, etc. Et tout ça, c'est parti de toi, jeune ingénieur de base qui veut investir, développer ton patrimoine jusqu'à créer une passion et créer tout ce qu'il y a derrière qui s'enchaîne, quoi, c'est ça? Ouais, exactement. Alors moi, en fait, j'ai eu l'énorme chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué une éducation financière. Ok. Donc j'ai eu, en fait, mon premier compte titre, il a été ouvert en 2003. Donc, j'étais mineur. Et après est venue l'assurance vie. Mon père, il m'a toujours parlé de ça, de l'investissement. Alors pourtant, ils sont classe moyenne, hein, c'est pas... Voilà, mais ils ont un petit peu fait fructifier eux-mêmes leur épargne et ils m'ont appris à faire ça aussi. Et effectivement, quand j'ai commencé à gagner mon argent, donc au début, j'étais ingénieur en intelligence artificielle, j'ai voulu optimiser cette épargne. Et je savais que je ne devais pas juste me reposer sur mon revenu du salariat, que je devais faire fructifier et voilà, prendre en main mon argent. Donc effectivement, c'était des sujets qui déjà, je connaissais bien et je suis encore plus rentré dans le sujet quand j'ai eu mon épargne, quand j'ai eu mon premier emploi et j'ai créé cette chaîne. Ça a bien pris et c'était pas du tout prémédité. Moi, je pensais être ingénieur pendant 43 ans jusqu'à la retraite. Hein. Donc voilà, j'ai bifurqué. Après, je suis devenu conseiller en gestion de patrimoine. Ouais, tout s'est fait au fil du temps, mais effectivement, c'était pas prévu.
Mais c'est marrant, dans ce secteur, on remarque souvent ça, que des fois, c'est des profils qui s'intéressent d'abord à leur patrimoine, qui creusent à fond du fond le sujet et qui se prennent de passion en fait, pour ce sujet et deviennent eux-mêmes des professionnels, plus que des fois des gens qui ont fait des études dans ça directement pour faire ça. Et au final, on se bâtit des fois une expertise beaucoup plus forte par l'expérience, en investissant soi-même, en étant soi-même un investisseur, que juste par un cursus classique, mais sans n'avoir jamais rien investi. Et même, Ouais. c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a un manque cruel d'éducation financière des Français, mais même à l'intérieur des banques. Oui. Donner une petite anecdote, on a formé pas mal de personnes, et il y a notamment des gens qui sont devenus conseillers en investissement financier qui sont passés par nos programmes. Et un jour, quelqu'un qui me dit Mathieu, je suis conseiller en gestion de patrimoine dans une banque. J'ai donné une conférence à mes collègues sur les ETF parce qu'ils ne connaissaient pas les ETF. Donc ça, c'est quand même incroyable de se dire que même si tu as en fait un parcours académique et que tu es en banque et que tu es conseiller en gestion de patrimoine, tu ne connais pas forcément bien les choses pour bien créer un portefeuille. Et donc, effectivement, il faut à un moment donné être passionné pour creuser les sujets. Ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, ça, c'est un bon test pour tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Si un jour vous voulez tester le niveau de connaissance BABA de votre conseiller, vous lui demandez juste c'est quoi un ETF. Et s'il n'arrive pas à l'expliquer simplement, je pense que déjà, c'est qu'on est mal parti. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, surtout si on est un profil jeune, par exemple, et qu'on souhaite investir en bourse, un ETF, aujourd'hui, ça doit forcément être à la base d'une allocation boursière. Donc, s'il ne connaît pas l'ETF, il y a vraiment un problème. Ouais, c'est qu'on lui a mal indiqué ce qu'il devait vendre aussi potentiellement. Il y a 4 grands sujets que j'aimerais qu'on aborde ensemble aujourd'hui pour qu'on puisse apporter le maximum de valeur. Le premier, c'est tout simplement voir pas ce qu'il faut faire forcément, mais ce qu'il faut ne pas faire pour commencer. Quelles sont les grandes erreurs à éviter que toi, tu as vu le plus souvent en voyant des centaines de personnes que tu as accompagnées. Donc les grandes erreurs à ne pas faire. 2, comment on fait pour bâtir une vraie stratégie d'investissement, par quoi on commence, comment on fait une allocation d'actifs. 3, qu'on rentre un peu plus en profondeur dans les types d'investissement eux-mêmes, quel type d'investissement toi tu préconises, tu privilégies, etc. Et 4, qu'on essaie de faire un petit cas pratique d'une personne qui a pas mal d'ambition et qui, sur un horizon de 30 ans, voudrait atteindre 1 million d'euros de patrimoine. Quelle stratégie toi tu mettrais en place? Du coup, si on commence avec les pires erreurs, c'est quoi pour toi les 5 pires erreurs que font les Français dans la gestion de leur patrimoine, que tu as pu constater au fur et à mesure des années? Alors, je pense erreur numéro 1, c'est évident, c'est ne rien faire. Les Français aujourd'hui n'investissent que très peu leur argent et ils sont passionnés de l'immobilier. Enfin, passionnés, j'exagère un peu. Ils adorent le placement. La pierre. Le placement préféré, c'est la pierre, c'est tangible. Au-delà de la pierre, ils ne savent pas trop quoi faire. Et il y a un vrai manque à gagner. En fait, les gens ne se rendent pas compte que si tu laisses de l'argent sur ton compte courant, le taux historique de l'inflation sur les 60 dernières années, c'est 4,01% par an. Tu as 10 000 euros imaginons, tu viens d'avoir un enfant, tu as 10 000 euros, tu veux placer ces 10 000 euros pour ton enfant quand il aura 18 ans, quand il sera majeur. À ce rythme-là d'inflation, 10 000 euros, ça devient 5 000 euros net de pouvoir d'achat, divisé par 2, tout simplement. Et les gens ne se rendent pas forcément compte de cette perte à cause de l'inflation, parce que tu as 10 000 euros aujourd'hui, dans 18 ans, il y a encore écrit 10 000 euros. Sauf que, de par l'augmentation des prix des biens et des services qu'on achète, et bien en fait, en pouvoir d'achat, tu auras divisé par 2 ton pouvoir d'achat, donc tu auras perdu. Donc en fait, de rien faire, c'est une garantie, quand il y a de l'inflation, de rien faire, c'est une garantie de perdre. De perdre en capital. C'est ça, une garantie de perdre une partie de son pouvoir d'achat. Et ça, c'est primordial à comprendre. Et c'est à la base de pourquoi, en fait, il faut investir. Investir, c'est risquer, ne pas investir encore plus. Investir, ça comporte des risques. Ne pas investir, ça comporte beaucoup de risques également. Et les gens ne le savent pas parce qu'ils se disent, voilà, j'ai mon argent en compte courant, c'est sécurisé. Non, sur le long terme, ce n'est pas sécurisé. Alors attention, évidemment, épargne de précaution sur le livret A. Je ne parle pas de tout mettre non plus en bourse, évidemment. On va parler d'allocation ensuite. Mais voilà, erreur numéro 1, ne rien faire. Erreur numéro 2, c'est une fois qu'on sait qu'il faut agir, c'est prendre trop de temps à agir. Il y a beaucoup de gens qui se disent ok, je sais qu'il faut investir, mais soit je ne sais pas comment faire, soit je m'en sens pas capable, soit on m'a pas aidé, on m'a pas guidé, ou j'ai pas aussi, ça manque, j'ai pas de modèle autour de moi, de gens qui ont investi et qui peuvent m'aider. Donc c'est là où
toi, par exemple, tu fais un travail formidable sur les réseaux et on est toute une communauté un petit peu de créateurs de contenu sur l'éducation financière pour aider ces gens-là. Voilà, regardez des vidéos, des articles, des formations. Vous pouvez vous éduquer financièrement pour apprendre à le faire. Et sachez que c'est accessible à tous. Pas besoin d'un doctorat en finance. Investir en bourse, par exemple, ça peut paraître un petit peu désarmant au début, mais en fait, voilà, il faut se former. Et en plus, ça prend que très peu de temps d'investir. Ça peut être réellement passif, d'investir en bourse, en SCPI. On parlera peut-être des classes d'actifs ensuite. Voilà, ça prend très peu de temps. C'est accessible à tous. C'est accessible aussi, aujourd'hui, on peut investir en bourse à partir de 5 euros. Et pour donner un chiffre aussi, quelqu'un qui investit 100 euros par mois à 10% par an, donc 10%, c'est le rendement historique moyen de la bourse, pendant 25 ans, au bout de 25 ans, il a 125 000 euros. S'il avait investi 5 ans plus tôt, donc au lieu d'investir 25 ans, il investit pendant 30 ans, il aura plus de 200 000 euros. Donc presque x2, juste avec 5 ans d'écart. Donc ça, c'est la magie des intérêts composés. Et c'est pour ça que c'est hyper important de commencer le plus tôt possible. Et donc, chez nos clients, nous, c'est une question qu'on pose des fois. Voilà, qu'est-ce qui vous pousse à investir Et souvent, ce qui ressort, en tout cas, c'est le regret numéro 1, c'est de ne pas avoir investi plus tôt. C'est toujours ça. C'est toujours ça. On se dit, si j'avais commencé à la naissance, c'est le mieux. Quoi. Voilà. Quand on voit la courbe des intérêts composés. Voilà. Qui, Si j'avais investi 5 ans plus tôt, 2 fois plus de capital in fine. Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Erreur numéro 3, je dirais que c'est les frais. Enfin, je dirais que c'est en fait faire confiance à l'industrie un petit peu financière, l'industrie bancaire. Aujourd'hui, quand on commence à placer son argent, le réflexe, on va dire par défaut, c'est d'aller voir son banquier. On se dit, c'est là où on va placer son argent. Le banquier, il faut comprendre que c'est bien plus, très souvent malheureusement, un commercial, un vendeur, qu'un vrai conseiller. Et moi, ça me stupéfait toujours de voir qu'un banquier, aujourd'hui, il va vendre de l'assurance vie, du compte-titre, du PEA, ok, mais des alarmes incendie, du leasing de voiture, des forfaits téléphones, de l'assurance. Alarme incendie, etc. Ah oui. Je savais même pas ça. Ok. Ah, et donc, tu te dis, mais c'est quoi votre métier, monsieur C'est l'alarme incendie ou c'est l'assurance vie ou le placement financier Donc, c'est pas pour taper contre les conseillers bancaires. Il y en a des très bien d'ailleurs. Je fais un petit amalgame, évidemment. Mais c'est ce que demande la banque. C'est de défendre les intérêts de la banque, le profit de la banque, ce qu'on appelle le PNB, donc le produit net bancaire. Il faut que le conseiller, vendeur, augmente, maximise son profit pour la banque. Forcément, c'est au détriment du client. Et pour que les gens comprennent également, si vous avez une assurance vie ouverte auprès de votre banque, analysez les frais. Vous allez voir très souvent des frais autour de 3%. Alors, là, les gens qui sont peut-être en train de regarder leur contrat vont me dire non, c'est 1%. Oui, c'est 1% juste sur les frais de gestion du contrat. Affiché. Il faut rajouter les frais des fonds de placement que vous a sélectionné votre banquier. Et donc, si vous additionnez les deux, en moyenne, on est à 3% de frais de gestion par an. Et je mets de côté les frais d'arbitrage, les frais de sortie, les frais sur versement éventuels. 3% de frais par an. Ok, bon, c'est pas énorme. Je mets 100 euros, je perds 3 euros. Bon, c'est tous les ans. Ça freine les intérêts composés. Et là encore, petit chiffre. Si vous investissez pendant 25 ans, ok, 10 000 euros, imaginons, eh bien, au bout de 25 ans, si vous avez payé 3% de frais par an, et qu'imaginons vous êtes à un taux annualisé de rendement, donc une performance annualisée de 7% par an, ces 3% de frais, ils vous auront pris 50% de vos gains. Donc 3%, il faut le voir comme 50% en fait. On vous prend la moitié des intérêts que vous aurez dû générer avec seulement 3%. Donc 3%, ce n'est absolument pas insignifiant. Donc je dirais que c'est ça la troisième erreur, c'est les frais, c'est pas faire attention à ce qu'on a vraiment à l'intérieur de son assurance vie. Et voilà. Et donc j'invite tout le monde d'ailleurs, si vous avez un contrat, regardez les petites lignes, demandez même à votre, et d'ailleurs c'est un autre test, demandez à votre banquier quels sont les frais dans mon assurance vie. Déjà, s'il vous parle uniquement des frais de gestion du contrat, donc là il va vous dire peut-être 1%, sachez qu'il n'est pas exhaustif. Il
il vous cache les autres frais. Ou alors que même lui n'est pas au courant peut-être il Voilà, n'a pas creusé ce qu'il y a derrière, des fonds voilà. de gestion, etc. quoi. Peut-être lui ignore qu'il y a tout ça derrière aussi. Tout à fait possible, hein, parce que... Et c'est possible malheureusement. Mm. Quatrième erreur, moi, que je vois très fréquemment, c'est les gens là qui commencent à se dire, OK, ils ne font plus les 3 premières erreurs. Donc, ils savent qu'ils doivent investir le plus tôt possible. Ils font attention aux frais. Ils disent, bon, très bien, je vais investir par moi-même. Et là, ça, c'est une erreur, moi, que je vois énormément. C'est des gens, des particuliers qui vont s'improviser un petit peu économistes ou gérants professionnels. Et donc, ils vont se dire, très simple, je vais sélectionner des actions en bourse, je vais me faire mon petit portefeuille. Et là, on peut avoir de grosses erreurs aussi qui peuvent être commises. Une petite anecdote, c'est un client très récemment qui est venu à notre cabinet. Donc c'est énorme, malheureusement. Il a perdu 250 000 euros qu'il avait mis sur l'action Casino. Casino qui s'est effondré. En 5 ans, elle a fait moins 99,9%. Mauvais pari. Très mauvais pari. Alors, c'est tout à son honneur parce qu'il a comment dire, il est transparent sur ça. Comme il y a de gens aussi qui vont cacher leurs pertes quand ils ont pris une mauvaise décision financière. Ils ont honte parce que c'est un peu j'ai fait un mauvais choix. Voilà. Ils ont honte, ils oublient et donc ils le disent pas forcément. Voilà. Donc là, ce client, heureusement, s'il a investi 250 000 euros, c'est qu'il a aussi une surface financière à côté. Bon, ça va quand même relativement bien pour lui, mais grosse erreur. Et donc, il s'est pris pour... voilà, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur-là, de se dire, moi, je vais réussir à sélectionner les futures pépites, je vais analyser la situation macroéconomique, je sais ce que va dire Trump demain, Classique. ou tweeter Elon Musk. Voilà. Et on sait très bien que déjà, de 1, les gérants professionnels en bourse n'arrivent pas à faire mieux qu'une simple stratégie ETF. Donc ça, c'est l'étude Spiva tous les ans, montre que sur la durée, sur 15 ans, plus de 90% des gérants professionnels n'arrivent pas à faire mieux que l'indice de référence qu'on pourrait très bien répliquer avec un simple ETF. Donc tu te dis, les professionnels n'y arrivent pas. Comment moi, en tant que particulier, les professionnels qui ont une armée d'intelligence artificielle, de mathématiciens, d'économistes et tout ce qu'ils veulent d'ailleurs, ils ont à disposition. Voilà. Et moi, en tant que particulier, comment je vais rivaliser avec ça et comment je vais faire mieux qu'eux? En fait, la réalité, c'est que dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas possible. On va faire moins bien que le marché et on sera bien mieux avec une stratégie passive qui va prendre 5 minutes par mois, un simple ETF et ça va très bien rouler. Donc effectivement, pas se prendre pour un économiste ou un gérant pro. Et puis je dirais, 5e erreur, donc là aussi, c'est encore une fois que les personnes ne font plus les 4 premières erreurs. La 5e erreur qu'on voit souvent, c'est des gens qui vont investir et qui ne vont pas respecter leur tolérance au risque. Typiquement, quelqu'un qui croit à fond à la bourse, effectivement, c'est un pilier majeur aujourd'hui de l'investissement et de l'enrichissement sur le long terme. Il y a des gens qui vont investir 100% en bourse. Voilà. Ils croient qu'à ça. Tout ce qu'ils ont. Ouais. Voilà. Il y en a de plus en plus. Hein. Ouais. Sauf que, pour moi, un bon portefeuille, c'est un portefeuille avec lequel tu dors bien la nuit. Peut-être ce n'est pas le plus performant sur la durée, mais tu es ultra serein et tu ne vas pas paniquer, tu ne vas pas prendre de mauvaises décisions financières. Pareil, beaucoup de jeunes, souvent, qui vont avoir plus de 50% de leur patrimoine en crypto. Alors, des fois, ils sont relativement jeunes, leur patrimoine est relativement faible et il y a encore peut-être papa ou maman qui peuvent aider, mais parfois, c'est des gens qui ont 25 ans, qui commencent à être indépendants et qui restent sur énormément de crypto. Et ça, pour moi, c'est une grosse erreur. On parle beaucoup en bourse de la diversification, mais la diversification, elle est vraie aussi sur les classes d'actifs. Et moi, je suis convaincu par la bourse, je n'ai pas 100% en bourse. Moi, je dors bien la nuit parce que, je sais que mon argent n'est pas juste exposé à l'inflation sur un compte courant qui fondrait comme neige au soleil. Donc, je sais que mon argent travaille, mais je sais aussi que 2, j'ai des SCPI, des obligations, du monétaire, du private equity, j'ai des actions en bourse évidemment, et je sais que demain, les marchés financiers font moins 30%. Je sais que j'ai toute une autre partie qui soit va en profiter, avec un jeu de vase communicant, parfois quand une classe d'actifs baisse, c'est que l'autre monte, ou à minima, en tout cas, une volatilité qui va être très faible sur mes autres classes d'actifs, et je sais très bien que le reste va bien se comporter quand les actions peut-être vont mal se comporter. Et moi, je suis du coup très serein. Et c'est ça aussi
comment dire, l'intérêt de l'investissement, c'est d'augmenter ta sérénité, d'augmenter ta liberté, de te libérer du temps. Il y en a à l'inverse, l'investissement, du coup, ils vont passer beaucoup de temps parce qu'ils essayent de se prendre pour des économistes ou des gérants. Ils ne vont pas gagner en sérénité parce qu'ils vont stresser à la moindre volatilité. Donc voilà, moi je pense que ça c'est une grande erreur. Et en plus de ça, et je finirai là-dessus, quand tu es ultra serein avec ton portefeuille financier, dans ce dans quoi tu investis, tu es prêt à investir beaucoup. Il y en a beaucoup, ils ont 100% en bourse, mais du coup ils ont peur quand même de mettre l'argent qu'ils viennent d'avoir. Et ils se disent « Ah, c'est peut-être pas le bon moment pour investir, etc. » Et donc ils laissent de l'argent ensuite ne pas travailler sur le compte courant. Et ça, pour toi, c'est un conseil universel qui s'applique à tout le monde, cette diversification? Ou est-ce que si tu as une personne qui arrive et qui te dit voilà, moi j'ai 25 ans, j'ai 500 euros par mois à investir, j'ai un horizon de temps de 25 ans, je veux jusqu'à mes 50 ans pouvoir investir, j'ai une très grosse tolérance au risque, je crois fortement dans les marchés financiers, et du coup je veux faire all-in en bourse sur un portefeuille exposé et investir tout ce que j'ai, toute ma capacité d'investissement en bourse sur le long terme, et je suis OK avec ça. Est-ce que quand même cette personne, tu lui dirais c'est une erreur, ou est-ce que vu qu'elle est à l'aise avec ça, tu penses que c'est OK et que ça dépend de chaque profil? Moi je dirais tout de même que c'est une erreur. Mhm. Peut-être pas descendre à 50% d'actions, on peut rester à 90 par exemple, 80% d'actions. Mais pour moi, il faut avoir une poche aussi, 10 au moins, 20% peut-être, d'autres classes d'actifs, sachant que la bourse, on peut investir à partir de 5 euros. Il y a plein d'autres classes d'actifs qui sont géniales, qui sont aussi accessibles à partir de 50 euros, peut-être 100 euros. Le private equity peut-être à partir de 1000 euros, mais SCPI, obligations, monétaires, voilà, tout ça, c'est accessible aujourd'hui à une centaine d'euros au maximum. Donc avec 500 euros par mois, je peux diversifier, je ne suis pas obligé d'aller, par exemple, dans une seule classe d'actifs. Et on peut tout automatiser. Ouais. Versement programmé, automatique. Ouais. Et voilà, j'ai rien à gérer, tout est fait automatiquement. Et pourtant, je suis diversifié, j'ai plusieurs classes d'actifs. Moi, je trouve ça quand même plus sensé, effectivement. Rien à gérer, c'est un point intéressant qui me permet de faire la transition avec le deuxième point. Pour toi, s'il y a une personne qui commence à investir, elle a constitué son épargne de précaution, elle a une capacité d'épargne, elle a un CDI, etc. Est-ce que tu penses que c'est mieux de se diriger vers des placements type bourse, placement financier, etc. pour commencer, ou plutôt un placement immobilier, la pierre, comme on disait, la majorité des gens, même en France, se dirigent plutôt vers l'immobilier. C'est quoi pour toi le mieux pour commencer? Est-ce que d'abord je devrais ouvrir mon portefeuille en bourse, commencer à investir 50 euros, 200 euros par mois, ou aller acheter un appartement, le mettre en location ou autre? Pour moi, clairement, on peut commencer d'abord par de la bourse, parce qu'en fait, on peut commencer à 5 euros. On peut y aller très progressivement, c'est accessible à tous. Et contrairement à l'immobilier, où ça prend 3, 4, 5, 6 mois avant d'être vraiment propriétaire, il faut rechercher le bien, il faut bien comprendre. La bourse aussi, évidemment, il faut bien comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que les barrières à l'entrée sont bien plus élevées en immobilier, en termes de temps, en termes d'investissement, en termes de responsabilité. Quand tu as un crédit sur le dos, c'est pas rien. On ne rigole pas quand même avec la dette. En bourse, voilà, on peut commencer avec 5 euros et voir déjà comment ça fonctionne, se former sur l'investissement. Voilà. Moi, je commencerai évidemment par la bourse. Après, je n'enlève pas le côté effet de levier qu'on peut faire en immobilier grâce à la dette, qui peut être un levier majeur de l'enrichissement. Et pour moi, c'est vraiment deux piliers très importants, la bourse, l'immobilier. Après, malheureusement, une autre erreur que font beaucoup les Français, c'est n'aimer que l'immobilier, donc ne voir que par ce prisme-là, et se dire que tant qu'on achète de l'immobilier, on est gagnant. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ouais. Ils disent, je suis locataire, je balance de l'argent par les fenêtres tous les mois. Pourquoi ne pas acheter ma résidence principale? Je vais forcément être gagnant. Voilà, ça c'est une erreur. On a fait sur mon site, on a fait un comparatif et un comparateur, carrément, un simulateur, où on peut voir la situation du locataire versus la situation d'un propriétaire. Et on peut voir que le locataire peut très bien s'enrichir plus qu'un propriétaire. Si, par exemple, autour de chez toi, les biens immobiliers se vendent, je dis n'importe quoi, mais le bien que tu cherches, par exemple, il est à 100 000 euros. Pour le même bien,
tu payes quelque chose comme 3% de 100 000 euros. Donc en gros, tu as un taux de rendement quand tu es locataire, quand tu es propriétaire, pardon, quand tu le mets à louer, tu as un taux de rendement de 3% en gros. Eh bien, ça veut dire que quand tu es propriétaire, tu t'enrichis pas tant que ça. Ouais. Tu gagnes 3% par an sur ton placement. Surtout que tu as des charges. Surtout que tu as des charges, et voilà, 3% c'est brut. Hmm. Il faut que les gens calculent. Hein. Il y a des gens qui sont propriétaires aujourd'hui, qui louent leurs biens immobiliers. Une fois que tu as enlevé la taxe foncière, les travaux éventuels, la énième fuite d'eau, le locataire qui ne paie pas peut-être, ou une vacance locative. Charges de copropriété. Les charges de copro, voilà. Et à la fin, le paramètre hyper important aussi, la fiscalité, qui peut être très punitive en immobilier. Je rappelle, sur les revenus fonciers, tu peux aller jusqu'à 62% de fiscalité. Tranche marginale d'impôt plus prélèvements sociaux 17,2. C'est énorme. Donc tu penses être à 4%, imaginons, de rendement. Non, en fait, tu es à 2 net. Ok, 2% net, on peut faire quand même bien mieux. Même si tu aimes bien l'immobilier, la SCPI, c'est de la pierre papier. Tu investis en immobilier de manière diversifiée. Tu as 200 immeubles, 200 locataires. Il y a un locataire qui ne paie pas, ça ne se ressent même pas. Tu peux investir aussi à crédit dessus et tu peux avoir des rendements nets qui vont à 4,5-5% net. Si tu es à 2% et entre guillemets, tu te fais chier avec les locataires, les travaux, etc., versus 5% que tu n'as rien à gérer, tu gagnes plus d'argent et plus de temps, l'arbitrage est rapide. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être propriétaire, il ne faut pas être locataire, sinon tu perds de l'argent. Pas forcément. Tout dépend, il faut faire les calculs. Et une petite stat aussi, donc c'était le Parisien qui avait fait cette étude. En moyenne, pour qu'un propriétaire s'enrichisse plus qu'un locataire, il faut garder son bien immobilier 14 ans et 7 mois. Voilà. En dessous, si tu revends trop tôt, en fait, tu t'es perdant, notamment les frais de notaire, 7% quand même. Donc, tu investis 100 000 euros, tu payes 7 000 euros au notaire. Ces 7 000 euros, ça met du temps à s'amortir dans le temps aussi. Donc c'est un vrai comparatif à faire, même quand c'est sa résidence principale, au final, est-ce que je suis locataire propriétaire, qui dépend du prix d'achat au mètre carré, prix de location au mètre carré moyen de la ville. Toi, sur l'immobilier physique, t'en penses quoi par exemple, une personne qui a déjà investi en bourse, etc. Est-ce que tu penses que quand même l'immobilier physique peut être un très bon accélérateur de patrimoine? Est-ce que toi, par exemple, t'en fais? Ou est-ce que pour toi, ça vaut pas le coup par rapport au temps que ça demande, vs combien ça peut rapporter? Tout est une question d'arbitrage, comme je disais tout à l'heure. Si ton immobilier physique, tu calcules net de tout, in fine, tu as du 3, va plutôt sur de la SCPI, tu peux aussi faire du crédit dessus. Tu peux faire du levier, tu n'auras rien à gérer et plus d'argent. Et tu peux aussi lever de la dette à la banque. Le choix est rapide. C'est d'ailleurs mon père qui a investi en immobilier, avec ma mère évidemment, donc mes parents. Donc ils ont eu la chance d'avoir le nez creux un petit peu parce qu'ils ont investi il y a 25 ans, il y a 30 ans, et pourtant ils étaient que, entre guillemets, employés, classe moyenne, comme je disais au début. Ils sont très fiers aujourd'hui d'avoir fait ça parce que ça a été un formidable levier de richesse, de création de richesse, et ça peut être génial, du coup, l'immobilier. Mais 30 ans après, on s'est posé avec mon père, il gagnait 2,5 net. Il est en train de vendre ses biens immobiliers, il va acheter des SCPI. Le calcul est clair. Donc l'immobilier, quand c'est bien fait, l'immobilier physique, quand c'est très bien fait, l'idée, c'est d'aller chercher plus que 5% net. Et d'aller chercher un enrichissement sur le long terme supérieur. Et avec l'effet de levier, ça peut être très puissant. Donc voilà, tout dépend comment c'est fait. Voilà, donc il y a un calcul à faire. Personnellement, moi de mon côté, je ne fais pas d'immobilier physique. Parce que, déjà de 1, je suis chef d'entreprise, j'ai un emploi du temps chargé. Et si je veux investir en immobilier, ça prend du temps. Ouais. C'est une forme d'entreprise, l'immobilier. Les gens aussi ne se rendent pas compte. Parfois, se disent ça va être relativement passif. Je pense que pour ceux qui ont autour d'eux des investisseurs immobiliers, on a tous entendu des histoires. Moi, du coup, donc, mes parents sont investisseurs immo. Je sais ce que c'est. Toujours un truc à gérer. Il y a toujours une fuite d'eau. Il y a toujours quelque chose. Même si c'est de la longue durée. Voilà, donc moi, si j'utilisais ce temps-là pour investir en IMO, en fait, il vaut mieux que je l'utilise pour développer, par exemple, mes entreprises. Ouais, coût d'opportunité. Voilà, coût d'opportunité. Et puis, si je veux lever de la dette, je peux très bien investir du coup en SCPI. Voilà, moi, je connais très bien aussi l'immobilier, mais je connais aussi très bien les SCPI. Je sais ce qu'on peut faire avec.
Et je sais que mon temps sera mieux investi du coup dans mon entreprise avec mon argent et l'effet de levier dans des SCPI. Après, chacun voit midi à sa porte, mais faites les calculs, formez-vous, comprenez bien ce que vous faites et regardez vraiment in fine s'il n'y a pas mieux, sachant que les SCPI en plus c'est moins risqué, comme je le disais. Diversifié. Voilà, tu as un studio, je ne sais pas, à Toulouse, ton locataire ne paie pas, tu as 0% de rendement. Tu tombes à zéro. Dans une SCPI, tu as des centaines de locataires. Voilà, c'est un placement qui a fait ses preuves, qui existe depuis les années 60. On a un grand historique dessus, on sait comment ça marche. Les risques sont mutualisés, c'est de l'immobilier professionnel en plus. Donc, tu vas avoir des actions, des Basic Fit, des Decathlon. Voilà, ça parle aux gens, ça. C'est ça que vous achetez quand vous achetez une SCPI. Donc, voilà. C'est vrai que sur l'immobilier physique, je dis toujours qu'il y a ce ratio rendement-implication. Plus tu vas aller chercher de rendement, plus en fait il faut accepter de mettre de l'implication. Ça peut devenir, comme tu dis, une activité entrepreneuriale. Et après, ça peut être un formidable tremplin d'enrichissement. Mais si on est prêt à aller mettre de l'implication et à accepter tous les problèmes qui vont en découler derrière, et qu'on n'a pas le temps, il faut comparer le coût d'opportunité. Donc très, très, très bien noté sur ça. Maintenant, si je me place sur quelqu'un qui a, par exemple... Là, j'ai 30 ans et je viens d'avoir, je sais pas, un héritage. J'ai 100 000 euros qui est tombé que je souhaite investir. J'ai un horizon de temps de 20 ans. Toi, par exemple, sur 100 000 euros, globalement, à la louche, comme ça, tu ferais quoi comme allocation d'actifs? Si c'était toi, que par exemple, 30 ans, tu as ton épargne de précaution et je te donne 100 000 euros à investir et tu as que ça à investir. Ok, donc j'ai 100 000 euros, j'ai mon épargne de précaution. Ce qu'il faut aussi, c'est l'épargne, on va dire, moyen terme. Donc, je sais pas si j'ai prévu d'acheter ma résidence principale ou si j'ai prévu un gros voyage ou acheter une voiture ou autre. Voilà, tout ça, on va dire que là, c'est préparé pur déjà. investissement. Et là, je suis voilà, 100 000 euros à placer sur le long terme. Bon, mais effectivement, une des classes d'actifs majeures, c'est la bourse. La bourse, historiquement, c'est une des classes les plus passives, les plus performantes. Et aujourd'hui, on a des produits, donc les ETF. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, des paniers diversifiés d'actions qui vont se mettre à jour en plus continuellement, donc avec cette fonction auto-nettoyante. On n'a pas besoin de regarder le marché, on n'a pas besoin d'analyser des comptes d'entreprise, on n'a pas besoin de s'improviser économiste ou gérant pro. On a simplement besoin de créer son allocation de portefeuille, choisir les bons ETF. Et donc, je prends un exemple du coup, mais un ETF MSCI World, 1400 des plus gros leaders de leur marché, donc des plus grosses sociétés au monde, tout secteur confondu, zone géographique, États-Unis, Europe, Japon, Australie, donc 23 pays développés. Et avec ce simple ETF que je peux acheter, des 5 euros encore une fois, voilà, je m'expose à 1400 des leaders de leur marché, les plus grands noms, Apple, Amazon, Tesla, Microsoft, Nvidia, etc. Bon, là, j'ai cité surtout de la tech, mais il y a plus que de la tech. Globalement, il y a 25% de tech et après, il y a tous les autres secteurs. Bon, mais ça, en plus, je peux le mettre dans des enveloppes hyper avantageuses fiscalement. Je paye 0 impôt tant que je n'y touche pas. Tant que je suis en train d'investir, donc on a dit 30 ans d'horizon. 20 ans. 20 ans d'horizon de placement. Tant que j'investis, aucun impôt. Et donc, les intérêts composés se cumulent. Et donc, typiquement, l'enveloppe PEA, donc plan épargne en action. Donc, sur les 100 000 euros, si on a 20 ans quand même, on peut mettre, on va dire, 60%, imaginons. Hein. Donc, après, ce serait à définir très précisément en fonction de la tolérance au risque, des objectifs, etc. Mais déjà ouais, je mettrais peut-être 60% en action, ETF par exemple, sur PEA. Ça, on va chercher de la performance, on va chercher là vraiment une brique long terme offensive. Juste sur le point intéressant, tu mettrais plutôt dans ce PEA un MSCI World en ETF ou tu ferais plutôt S&P 500, Stock 600, Emerging Markets, toi-même tu fais la répartition géographique ou tu préfères juste un MSCI World et tu laisses tourner? Si c'est un débutant et qui ne veut pas trop se prendre la tête, on peut rester sur un MSCI World. Après, si on veut aller plus loin, effectivement, on pourrait décomposer, optimiser, parce qu'il y a des optimisations à faire avec effectivement un portefeuille de plusieurs ETF. Et même si c'est un profil assez avancé, on pourrait même aller une partie aussi sur le compte titre, ETF capitalisant. On peut aller chercher même des indices Smart Beta qui vont se positionner en fait sur des facteurs de performance connus en bourse, style le momentum, style les entreprises quality, voilà.
Et on pourrait optimiser effectivement et aller grappiller. Alors ça peut être rien, ça peut être 0,5%, ça peut être 1% par an, mais comme on l'a dit, ça sur le long terme, ça peut être énorme. Donc effectivement, si la personne s'y connaît et qu'elle souhaite aller plus loin, il y a des optimisations à faire. Et voilà, donc on va dire 60% en bourse. Ok. Une classe d'actifs que j'apprécie particulièrement aussi, c'est le private equity. Donc, sur 20 ans, on a un horizon de temps long. Donc le private equity, historiquement, hein, c'est même plus performant que la bourse. Donc c'est approximativement 14% net par an, notamment sur les 10 dernières années, l'étude France Invest et EY, mais si on prend sur des temps plus longs, ça reste dans cet ordre de grandeur. Et là encore, hein, faire du 14 versus faire du 10, c'est énorme hein, sur la durée. Là, si on regarde sur la courbe intérêt composé, 4%. Et donc, private equity, aujourd'hui, on a accès à des fonds qui peuvent être très intéressants. Donc, sur assurance vie, typiquement. Et même, donc, sur assurance vie, c'est à partir de 1 000 euros. Et même à partir de 10 000 euros, on peut avoir. Donc là, on pourrait mettre 10 000, voire 15 000 euros. On pourrait mettre 15% du coût de private equity. Et avec 15 000 euros, effectivement, on pourrait avoir accès à de très, très bons fonds de private. Alors, private equity, peut-être le définir. Private, c'est privé. Equity, c'est action. Action privée, c'est toutes les actions en fait, qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, c'est des sociétés par opposition au public equity, donc les entreprises cotées. Et le private equity, typiquement, la boulangerie en bas de chez soi, c'est du private equity, parce que c'est une SARL, imaginons, c'est pas coté. Ben voilà. Si on investit dans la boulangerie de son oncle, on investit en private equity, en fait, sans trop le savoir. Mais pour l'investissement en private equity, il y a des fonds professionnels qui vont aller se positionner sur un portefeuille donc, d'actions, enfin de sociétés. Et ces sociétés, ça peut être des grosses sociétés hein, qui sont parfois matures, qui gagnent parfois beaucoup d'argent déjà. Et ces fonds vont essayer de les développer, vont les aider. Vraiment, c'est des fonds, contrairement à la bourse, quand un ETF ou un fonds investit sur des actions cotées, Apple ne demande pas de conseil de la part d'Amundi ou de iShares. Non. Voilà. Par contre, le fonds de private equity, quand il se positionne sur une société, il va vraiment l'aider. Il va faire jouer son réseau, etc. Et là, pour citer des noms, hein, mais peut-être ça va parler aux gens, Blablacar, Conto, Doctolib, voilà, ça c'est un peu des licornes françaises, Penny Lane, voilà, il y en a plein. Voilà, tout ça c'est du private equity, Mistral AI, OpenAI même, avec ChatGPT, tout ça c'est pas coté en bourse, mais ça serait de l'investissement en private equity. Et c'est un marché bien plus grand d'ailleurs que la bourse. Et comme on disait tout à l'heure en off, même Warren Buffett, légende de l'investissement, fait beaucoup de private equity au final, de base. Ouais, c'est ça. Les gens le savent peu. Warren Buffett, il s'est fait sa fortune, surtout avec du private equity, des entreprises dont il prend le contrôle, qui ne sont pas forcément cotées en bourse, et qui va donc changer le management, qui va optimiser, etc. Et Berkshire Hathaway, donc avec sa société, ils ont 180 000 salariés. Beaucoup de sociétés à l'intérieur de Berkshire. Toutes ces sociétés à l'intérieur ne sont pas cotées. C'est du private. Il y a certaines qui sont cotées à l'intérieur. Donc c'est essentiellement, et il s'est fait sa fortune avec des énormes coûts dans les années 60-70, c'était du private. Voilà, les gens l'assimilent plutôt à un gérant d'actions cotées. C'est plutôt un gars du private equity, Warren Buffett. Donc on va pouvoir mettre effectivement 15 000 euros. Alors on a mis 60% en actions, en bourse. On met 15% en private, donc là on est à 75%, il nous reste 25%. Moi ce que j'aime bien, c'est une partie aussi un peu plus sécurisée, même si ça reste des placements avec des risques, mais SCPI, donc on en a parlé, mais c'est un produit moi, que j'affectionne particulièrement. Les meilleures SCPI aujourd'hui, elles versent quand même plus de 7% par an, avec un placement qui est très très peu volatile, voire s'il est un tout petit peu volatile, mais je veux dire, le prix de part des SCPI varie très peu historiquement. Alors, il y a eu une grosse crise immobilière et il y a des grosses SCPI qui ont énormément souffert. SCPI de bureau, notamment. SCPI de bureau qui ont fait moins 20, moins 30%. Voilà, il faut bien choisir ces SCPI parce que pendant que certaines faisaient moins 30, il y en a d'autres qui faisaient plus 1, plus 2%. Donc, c'est un peu insolent d'ailleurs. Augmenter le prix de leur part pendant que d'autres étaient en train de souffrir. Donc, si il y a vraiment deux grandes catégories, on va dire, des SCPI aujourd'hui. Et si on va plutôt chercher les SCPI
agiles, diversifiés, qui sont opportunistes et qui savent bien investir finalement et qui ont un super track record par ailleurs, mais ce n'est pas forcément le critère à regarder, on va avoir un super produit dans son portefeuille. Donc, comme je disais, 7% par an, c'est énorme. On est sur de l'immobilier professionnel, on est sur toute l'Europe, on a plusieurs biens, plusieurs secteurs. Voilà, c'est quand même... Enfin, moi, c'est une classe d'actifs que j'affectionne particulièrement, très résiliente par ailleurs. SCPI, juste, tu passerais plutôt en direct ou tu passerais via une assurance vie pour la loger dans ton assurance vie en unité de compte Tout dépend les SCPI. Aujourd'hui, quand on a des SCPI qui investissent à l'étranger, ouais. On peut avoir une fiscalité très clémente en direct. Ok. Et par contre, si on a une SCPI qui investit un petit peu en France, ou beaucoup en France, on va plutôt privilégier l'assurance vie. Donc, il va falloir optimiser le mode de détention, effectivement. Parce que si on le détient en direct et que c'est en France, c'est considéré comme des revenus fonciers et du coup, on est imposé directement. Et voilà. Et du coup, tranche marginale d'impôt, plus 17,2 de prélèvements sociaux, ça peut faire très mal. Si vous êtes un tranche marginale de 30%, mais ça peut monter jusqu'à 45% pour ceux qui ont des très gros revenus. 30 plus 17,2, on est à 47,2, ça fait presque 50%. Tu as une SCPI qui verse du 7, tu tombes à 3,5. Ah ouais, bah, c'est pas fou. Ouais. Donc l'idée, c'est avec les SCPI de optimiser la fiscalité, optimiser le mode de détention. On a cité l'assurance vie en direct, ça peut aussi être du démembrement. Pour ceux qui sont chefs d'entreprise, ça peut être en société. Voilà. Donc on était à 75%. Ouais. Donc là, moi je pense qu'on peut mettre 15% en SCPI, un Okay. produit que j'affectionne particulièrement. Donc ça nous monte à 90%. Il manquera 10%. Alors dans les 10% derniers, peut-être que la personne peut avoir une appétence par exemple sur les cryptoactifs. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai à titre personnel, autour de 5% de mon patrimoine. Ok. On peut mettre 5%, notamment sur le Bitcoin, la crypto majeure. Il y a vraiment, dans le marché de la crypto, il y a vraiment le Bitcoin et les autres. Et on voit le Bitcoin qui a surperformé d'ailleurs tous les autres qu'on appelle altcoins. Donc clairement, voilà, on peut faire un portefeuille de crypto. Après, voilà, tout dépend de l'appétence. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas à ça et on peut très bien s'en passer. 5%, il nous restera 5 derniers pourcents. Là, moi, je resterai sur un placement peut-être un petit peu matelas de sécurité quand même. Typiquement, un très bon fonds euro aujourd'hui qui peut verser du 3, 3,5. Les meilleurs même ont versé 4,5 l'an dernier. Et là, donc, on serait sur, je trouve, un super portefeuille équilibré. Ouais. Et juste dernière chose, avec 100 000 euros, on pourrait aussi lever de la dette. Si la personne n'est pas endettée, pourquoi pas lever de la dette pour de la SCPI ou pour de l'immobilier direct si la personne est intéressée. Pour compléter. Donc là, j'ai mes 100 000 euros, j'ouvre mon PEA, je mets 60 000 euros sur un portefeuille d'ETF dessus, potentiellement un compte titre en plus si je veux mettre du smart beta ou autre. Ensuite, je prends du coup 15 000, plus même, je vais ouvrir une assurance vie à côté de mon PEA et je vais mettre du coup une partie en fonds euros, une partie en private equity, une partie en SCPI, en disant qu'on met tout dans l'assurance vie et potentiellement ensuite une petite partie en crypto à côté. Et là, j'ai un bon portefeuille sur 20 ans qui peut correspondre à une bonne tolérance au risque, un bon horizon de temps. Et là, certains vont peut-être trouver ça un petit peu complexe. Pourtant, ça reste très simple, relativement simple, parce qu'on peut tout automatiser. Si en plus des 100 000 euros, il y a une capacité d'épargne, imaginons, on peut automatiser sur l'assurance vie les versements. Sur le PEA, on peut au moins programmer les versements à l'intérieur. Peut-être qu'il faudra faire les ordres dedans. Sur compte titre, on peut programmer aussi. Ça reste relativement simple. Ça prend un peu de temps au début, bien comprendre ce qu'on fait et établir le plan et le mettre en place. Après, ça roule. Pour donner juste le plus de valeur possible, on a dit PEA assurance vie. Tu aurais des exemples de bons PEA, bonne assurance vie que tu recommandes, toi, que tu utilises par exemple? Ouais, alors pour moi, les deux meilleurs PEA actuellement sont Fortuneo. Ok. Français, voilà, les frais sont très faibles. Bonne plateforme, super service client. Et deuxième, on va dire, Trade Republic. Très bonne application, hyper ergonomique, hyper facile à comprendre. Point noir, service client, par contre. Voilà, donc en fonction de... Est-ce qu'on est un peu plus, je dirais, traditionnel? Alors bon, ça reste quand même une banque en ligne, mais voilà, c'est français, c'est Fortuneo, c'est très quali, on connaît bien, etc. Bon service client, frais faible.
ou est-ce qu'on préfère un peu un néo-courtier, Trade Republic, Plus qui ergonomique. font très bien les choses aussi et qui amènent aussi pas mal de fraîcheur sur le marché, de compétition et de concurrence, et ça fait un bien fou d'ailleurs. Ça tire les tarifs vers le bas et ça pousse les plateformes à innover d'ailleurs. Voilà, attention, le service client, et pour l'instant, en tout cas, c'est le point noir chez eux. Et sur l'assurance vie, tu as des préférences, toi, ou c'est très large? Sur l'assurance vie, un acteur que j'aime beaucoup, moi, c'est Lynxea. Lynxea, frais très faibles, ils sont vraiment enfin, on est assez alignés philosophiquement en termes d'investissement. Voilà, il y aura des ETF, il y aura des belles SCPI dedans, il y aura... Voilà. Lynxea, il y a Placement Direct aussi qui font bien les choses. Ok. Et on peut citer aussi l'assurance vie de Corum. Alors, si on aime bien les produits Corum, pour ceux qui connaissent, mais il y a un super, notamment fonds euro dessus. Et leur SCPI qui, sur le temps long, sont aussi des super SCPI. On parlait tout à l'heure de 7% de distribution. Par exemple, on peut citer Corum Origin. TRI, performance complète, globale sur 10 ans, à, il me semble, 6,75% par an. C'est admirable. On peut parler d'autres SCPI, Remake, Live, Hirokozen. Voilà, il y a des très bons SCPI aujourd'hui qui existent. Au moins, là, les personnes qui regardent ou écoutent, elles ne pourront pas dire qu'elles n'ont pas le concret, même le nom des plateformes pour ouvrir. Du coup, tu as mis quand même une belle partie en bourse, là, et on comprend, et même si on te connaît de par ta chaîne, on sait que tu as une grosse appétence pour la bourse. Tu as toujours été un des premiers à mettre en avant vraiment ETF, gestion passive, etc. Donc je comprends. Est-ce que déjà, la première question, c'est est-ce que toi, personnellement, tu investis aussi en actions, des actions individuelles, un peu de stock picking, c'est-à-dire où potentiellement tu essaies de battre le marché ou autre? Et est-ce que pour toi, c'est si moi je dis je ne veux pas investir en ETF, je veux me faire plutôt un portefeuille d'actions, est-ce que c'est une mauvaise décision dans tous les cas? Ou est-ce que potentiellement ça peut être des fois une bonne alternative d'investir qu'en actions, pas en ETF? Donc, ouais, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que battre le marché, ça veut dire que, imaginons que le marché, c'est les actions américaines avec le S&P 500. Si le S&P fait plus 10% une année, l'idée, c'est de faire plus 11. Ce qu'on sait, c'est que sur des marchés, enfin, plus 10, plus que plus 10. Donc, ça peut être plus 11, plus 12 ou plus en tout cas. Ce qu'on sait, c'est que sur les marchés très populaires, très concurrentiels, comme les actions américaines, c'est quasiment impossible sur le temps long de battre de manière régulière, récurrente, le S&P 500 et de se retrouver 10 ans ou 15 ans plus tard en meilleure position que si on avait simplement détenu un ETF S&P 500. Okay. Et surtout, le gros risque, c'est de se dire, moi, je suis meilleur que les autres, je vais faire mon portefeuille d'actions, et dans 15 ans, se dire, mince, je me suis trompé, et je fais partie des 90%, ce qui est le plus probable. Et de se dire, avec du recul, j'aurais pas dû faire ça. Un peu comme la personne, j'aurais dû investir plus tôt. Alors que si tu investis en ETF, au moins tu n'as pas de regret parce que tu sais que tu vas suivre le marché et tu t'attends à faire partie des 10% meilleurs investisseurs de la planète, tout simplement. Et voilà. Alors, donc, quand on parle de stock picking et donc de sélectionner soi-même ses actions, il y a un secteur qui peut être, un segment, on va dire, qui peut être intéressant et que je fais, mais vraiment dans une moindre mesure, on va dire, c'est toutes les actions small, voire micro-cap. Donc, c'est des toutes petites capitalisations. C'est des entreprises qui vont être inconnues du grand public, hein, en général, en tout cas. Donc là, on ne parle pas des Apple et des énormes big cap. On parle de petites sociétés qui sont françaises ou européennes, qui sont cotées en bourse, mais où les gérants professionnels ne vont pas parce que la profondeur de marché est trop petite. S'il y a un gérant, je sais pas, il a 200 millions à investir, si la capitalisation d'une société, c'est 200 millions, il ne va pas racheter la boîte. Non. Il ne la veut pas. Il veut représenter même 5% d'une société, c'est déjà énorme. D'ailleurs, je crois qu'ils ont des normes, ils ne peuvent pas représenter plus que... Exactement, donc ils ne peuvent pas se mettre là-dessus. Et donc, c'est des marchés qui sont beaucoup moins concurrentiels, où il n'y a même pas d'ETF. Parce que également, les ETF se placent plutôt sur les grosses capilles comme les gérants finalement. Et où on sait que, du coup, le stock picking, à ce moment-là, peut porter ses fruits. Là aussi,
faut pas s'improviser économiste ou gérant professionnel. On peut aussi directement sélectionner des très bons gérants qui sont dessus, de un. Et de deux, si on fait soi-même le portefeuille, ce qui peut s'entendre parce qu'il n'y a pas d'ETF en fait, et si on veut ne pas passer par le gérant qui facture des frais, la seule solution c'est de le faire soi-même. En France, il y a Igont, je crois, c'est ça Ouais, Indépendance AM par exemple, qui fait plutôt bien les choses effectivement. Mais ce qu'il va falloir faire, c'est regarder des critères très précis, des critères quantitatifs notamment, pour ne pas rentrer dans une analyse un petit peu biaisée, parce que sinon, de base, l'être humain est un piètre investisseur. Vous prenez n'importe quelle société, on peut raconter une formidable histoire autour de la société. Tu peux te faire avoir par du storytelling. Tu vois. Si tu écoutes le PDG de n'importe quelle boîte, ça peut être formidable. Pourtant, tu as des sociétés, et même des sociétés bon père de famille, Casino, Atos, Orpea et tant d'autres, qui font moins 90%. Voilà, tu ne peux pas savoir en avance ce qui va se passer. Et donc, là, il y a des critères quantitatifs qu'on peut regarder. Et moi quand j'ai commencé la bourse, quand j'ai commencé à investir en bourse, j'entendais tout et son contraire sur la bourse. D'ailleurs, c'est peut-être les gens qui nous écoutent peut-être se disent la même chose. Il y a une jungle de l'information. Tu ne sais pas quelle est la bonne stratégie. Il y en a un, il te dit action à dividende. Il y en a un, il te dit ça. Il y en a un, il te dit trading, ETF, nanana. Tu ne sais pas. Moi, avant, j'étais intelligent. Avant, j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Et en fait, j'ai cet esprit un petit peu de rigueur scientifique. Quand je me suis dit comment bien investir en bourse, je me suis dit il faut qu'on me prouve par A plus B que ça c'est la bonne méthode. Sinon moi j'y crois pas. Et il se trouve qu'il y a tout un mouvement qui s'appelle Evidence Based Investing, EBI, avec des études, des prix Nobel de l'économie, des travaux, etc., qui te montrent par A plus B quelle est la meilleure manière d'investir. Il y a des facteurs, on a parlé du Smart Beta tout à l'heure, mais c'est un petit peu pareil là pour sélectionner ces small caps là. Il y a des facteurs, il y a des critères très précis. Il va falloir bosser du coup sur ces critères quantitatifs pour bien sélectionner ces actions. Et également, ce que dit l'EBI, c'est sur les grosses caps, privilégier les ETF parce que c'est pas cher en termes de frais, parce que c'est bien diversifié, parce que c'est auto-nettoyant et parce que en fait, même les gérants qui font mieux que le marché, il y a une grosse partie qui s'explique par la chance. Tout simplement. C'est même pas de la compétence des fois. Voilà. Et donc, pour revenir sur les small caps, j'en fais un tout petit peu. Il faut des critères bien précis quantitatifs, sinon on peut avoir des gérants. Mais voilà, en tout cas, moi j'invite à tous ceux qui veulent faire leur portefeuille d'actions, n'allez pas sur Apple, Tesla, Total, Air Liquide et les actions que tout le monde a et que tout le monde parle sur les réseaux. Ça, vous allez très probablement, et la majorité des gens qui nous écoutent et qui font ça, vont faire moins bien qu'un simple ETF, qu'un simple indice. Donc toi, tu préconiserais, j'ai mon portefeuille en bourse et par exemple, je peux faire une allocation de type 80%, je mets sur des large caps et je vais chercher des ETF, full ETF, potentiellement des ETF Smart Beta, c'était Quality, Momentum, etc. Et 20%, si je veux aller faire le stock picking, plutôt les small caps, parce que c'est le seul endroit où j'ai un avantage concurrentiel par rapport aux professionnels. Exactement. Et là, dans ce cas-là, je peux, avec des critères bien précis, essayer d'aller choper mes petites small caps ou investir dans des fonds qui vont eux-mêmes investir dans des small caps, comme tu as dit, Indépendance AM, etc. quoi. Exactement. C'est la stratégie. Et donc là, à partir de là, quand on veut faire des stratégies un peu plus avancées comme ça, du coup, on est obligé d'aller un peu sur compte titre. Enfin, du coup, pour aller chercher, par exemple, des small caps ou pour aller chercher même des ETF Smart Beta qui ne sont pas disponibles sur le PEA. Une personne qui commence à investir en général, tu lui dis plutôt d'aller sur le PEA ou sur le compte titre, d'avoir les deux. C'est quoi le mieux pour toi ? Sur le small cap, juste si la personne fait du stock picking, ça peut aussi être sur une enveloppe qui est très peu utilisée et qui pourtant est très avantageuse, c'est PEA-PME. Ah oui, effectivement. Qui a d'ailleurs agrandi son spectre de support d'investissement. Avant, il y avait très peu d'actions finalement éligibles. Et là, il y en a beaucoup plus. Donc, les règles ont un petit peu changé et tant mieux. Sinon, l'enveloppe de base pour investir en bourse, ça reste le PEA. PEA avec des ETF larges, diversifiés, long terme, passifs, optimisés, frais faibles. Il n'y a rien de mieux selon moi aujourd'hui. Et en plus, là, c'est en cours de discussion, mais s'il commence à arriver des fonctionnalités comme le fractionnement de parts
qui sont des fonctionnalités disponibles sur le compte titre qui arrivent sur le PEA, c'est vrai que ça renforcera encore l'attractivité de l'enveloppe là, pour le coup. Maintenant qu'on a vu aussi ce segment sur la bourse avec PEA compte titre, il y a 2 autres enveloppes qui sont très connues en France d'investissement. Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Il y a l'assurance vie notamment et il y a le PER, plan épargne retraite. Assurance vie PER, c'est pour qui, quand, comment. Des fois, il y a des gros débats sur l'assurance vie PER. Tu as des personnes qui disent non, si vous avez un horizon de temps de 25 ans et juste PEA compte titre investir en bourse, ça sert à rien. L'assurance vie PER, il y a trop de frais, le PER, ça sert à rien. Il y en a d'autres qui disent que c'est des très bons outils. Toi, tu te places où par rapport à ces 2 enveloppes? Je comprends que l'assurance vie, tout à l'heure, de par ce que tu as dit, c'est un outil que tu utilises, mais tu dirais que c'est pour qui, quand, comment? Je pense que, encore une fois, moi, je me base uniquement sur des preuves. Ouais. Et j'ai fait le calcul. Enfin, on a des simulateurs, nous, en interne aussi. Et je pense que ça va peut-être étonner, enfin, je sais pas, ça va peut-être étonner les auditeurs parce qu'on entend beaucoup de le compte titre, c'est génial, l'assurance vie, c'est cher. Ouais. Quand on prend une assurance vie à frais faibles et qu'on investit en bourse, imaginons, l'assurance vie va mettre 35 ans pour qu'elle soit moins avantageuse que le compte titre. En gros, le compte titre est plus avantageux sous plusieurs conditions. 1, tu investis en bourse sur compte titre plus de 35 ans. 2, tu ne touches jamais aucune ligne, parce que si tu touches tes lignes sur compte titre, tu es fiscalisé. Ouais, chaque année. Voilà. Donc, tu as investi 10 000, ta ligne elle vaut 15 000. Tu vends, tu as 5 000 euros qui va être imposé à 30% de flat tax. 3 x 5, 15, 1 500 euros d'impôt. Tac. Et pendant 35 ans aussi, tu ne touches aucun dividende. Pareil, il y a des gens qui font des actions à dividende. Tu as un rendement de 5% par an, tu as un placement sur compte titre de 100 000 euros, imaginons, tu gagnes 5 000 euros de dividende par an, 5 x 30%, 5 x 3, 15, pareil, 1 500 euros d'impôt. Et ça te freine et ça te bousille en fait ta performance parce que ça te freine tes intérêts composés. Donc le calcul, il est simple. Si vous êtes capable de tenir 35 ans sans vendre, sans qu'en plus vos ETF soient liquidés parce qu'il y a un changement d'indice ou l'ETF il ferme pour ouvrir un autre. Je rappelle d'ailleurs que si un ETF ferme, c'est pas grave du tout, on récupère l'argent et l'ETF est liquidé, on le réinvestit ailleurs, c'est tout. Mais sauf que déclenchement d'impôt, pas de dividende, etc. Il faut tenir 35 ans. Autrement dit, l'assurance vie, si on a accès en fait au même support, parce que là, l'assurance vie, par exemple, peut avoir des limitations en termes de support. Typiquement, je veux investir sur Apple, sur l'assurance vie. Alors, il y a des assurances vie qui le font, hein, des actions individuelles. Mais imaginons dans mon contrat, je ne peux pas investir sur Apple. Bon, on ne va pas faire la comparaison assurance vie compte titre, on ne peut que sur le compte titre. Mais sinon, si on a accès au support d'investissement qu'on souhaite, qu'on a l'assurance vie ou le compte titre, l'assurance vie est meilleure. De par l'effet capitalisant, en fait. De par l'effet capitalisant, on ne paie aucun impôt tant qu'on ne retire rien. Donc, on peut toucher des dividendes, on peut vendre nos parts à l'intérieur, on peut avoir un ETF qui liquide, peu importe. Tant qu'on ne retire pas, on n'est pas fiscalisé. Et versus le PEA, tu le placerais où? Plutôt PEA. Non, le PEA, quand même, reste plus intéressant. C'est la même chose, enveloppe capitalisante, mais sans les frais de gestion. Donc, l'assurance vie. Donc, l'avantage fiscal de l'assurance vie vient gommer complètement donc dans ma simulation, c'est 0,5% de frais par an de contrat. C'est vraiment les meilleurs, ça, quand même. C'est les meilleurs, mais après, bon, voilà. Je fais la simulation sur quelqu'un qui fait bien les choses. Quelqu'un qui fait bien les choses va préférer l'assurance vie au compte titre. En plus de ça, donc, l'assurance vie, quand elle a plus de 8 ans, avantage fiscal, puisqu'on ne va payer, quand on retire, que les prélèvements sociaux, parce que sur l'impôt sur le revenu, on va avoir un abattement de 4 600 euros par an, 9 200 euros si on est en couple, marié, pacsé, et on va pouvoir moduler. Donc l'idée, c'est de ne pas retirer plus de 4 600 euros de plus-value par an. Comme ça, on a l'abattement tous les ans et on diminue son impôt. Et en plus de ça, il y a des grands avantages de transmission de patrimoine. C'est incroyable la différence entre la succession avec donc la succession classique sous le Code civil versus la succession si vous avez plutôt mis sur assurance vie. Vous allez optimiser énormément la transmission de patrimoine. C'est un levier
majeur, nous, quand on accompagne des clients, notamment sur la transmission, c'est un des outils qu'on utilise presque tout le temps. C'est énorme, donc 152 500 euros d'abattement par bénéficiaire. En gros, si vous êtes un couple avec 2 enfants, vous pouvez transmettre à vos enfants, à vos 2 enfants, 600 000 euros sans droit de succession. 2 parents fois 2 enfants. Voilà, 152 000 euros x 4. Donc c'est énorme. Donc ça, c'est un énorme avantage. Donc l'assurance vie, très bonne enveloppe parce que capitalisant, parce que aussi du coup accès à plusieurs classes d'actifs potentiellement, private equity, SCPI et pour la transmission de succession. Et le PER, plan épargne retraite. Donc, tout ça, tu le situerais où? Parce qu'il y en a beaucoup qui décrisent un peu le PER dans le sens où moi, j'investis du coup là, je sais pas, 5 000 euros par an sur mon PER, je suis en TMI 30%. Du coup, ça me permet de payer moins d'impôts à l'instant T, mais le jour de ma retraite, je serai refiscalisé. Donc, du coup, il y en a qui disent ouais, bah, en fait, ça sert à rien parce que je repaye les impôts à ma retraite. Toi, tu le vois comment par rapport à ça? Pareil, on a fait un simulateur en interne. Que les chiffres. In fine, il n'y a que ça en fait qui marche. On ne peut pas se dire oh, ça a l'air mieux. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres ne mentent pas. Le simulateur, il est clair. Si vous avez une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 30%, le PER peut être intéressant pour vous. Attention, le PER, il y a des conditions. On ne peut pas retirer quand on veut. Normalement, on retire à la retraite. Il y a des retraits anticipés, notamment achat de résidence principale, etc., etc. Bon, je passe les détails. Et si le PER vous intéresse parce que vous vous dites « Ok, c'est de l'argent pour ma retraite » et que vous êtes à une tranche marginale d'impôt, donc à 30, 41 ou 45, le fait en fait que le PER vous fasse économiser de l'impôt tout de suite, donc je mets 10 000 euros, imaginons je suis fiscalisé à 41%. Je mets 10 000 euros, j'économise 41% x 10 000, 4 100 euros. C'est énorme. C'est 4 100 euros, je peux les utiliser pour les investir. Donc, ces 4 100 euros, au lieu de les donner à l'administration fiscale, je les fais travailler sur mon PER, imaginons du coup, et je génère des intérêts composés sur de l'argent qui serait parti aux impôts. Donc, tout l'argent que je vais générer, là, tous les intérêts composés sur ces 4 100 euros, c'est free win, entre guillemets. C'est un prêt à taux zéro. Voilà, c'est comme si l'administration fiscale nous faisait un prêt à taux zéro. Et même si à la fin, à la retraite, je dois rendre les 4 100 euros, mais je ne rends pas tous les intérêts qui ont été créés grâce à ces 4 100 euros d'impôts économisés. Alors, je vais juste rendre quand même 30% dessus de flat tax parce que ça sera des gains qui seront fiscalisés à la sortie. On reste en France. Mais je vais garder les 60%. On reste en France. J'ai gardé les 70% d'intérêts qui sont free win, entre guillemets. Alors, donc, le PER, même si vous êtes à 41% à l'entrée et 41% à la sortie, c'est super avantageux. Le simulateur, il le dit. Et c'est encore plus avantageux si vous êtes fiscalisé par exemple à 41% aujourd'hui et qu'à la retraite, vous êtes fiscalisé à 30% de tranche marginale d'impôt. Là, on comprend qu'on devait payer 4 100 et à la fin, on ne paye que 3 000. Donc là, on gagne 1 100 euros d'impôt. Là aussi, c'est free win, entre guillemets. Voilà, donc PER, très très intéressant. Et là aussi, bien sélectionner son enveloppe, minimiser ses frais. Et évidemment, dans mon simulateur, j'ai pris en compte les frais du PER là-dessus. Et j'ai comparé même versus un PEA, du coup. Voilà, donc le PER avec cet avantage fiscal, même avec les frais de 0,5%, bat le PEA. Ah oui, ok. Voilà, c'est ça le calcul. L'arbitrage, c'est est-ce que je mets sur mon PER ou plutôt sur mon PEA si j'investis en ETF, imagine. Par exemple, sur un ETF monde. Voilà. Okay. Le calcul, c'est si le PER, c'est OK pour toi, vu les conditions de déblocage, etc., et si tu es fiscalisé à plus de 30% ou à 30%, va sur PER, plus avantageux que le PEA, même s'il y a des frais de gestion. Des exemples de PER, comme ça, les gens, ils ont vraiment... Alors, les PER, il faut savoir qu'en général, ce sont des contrats miroirs des assurances vie. Okay. Donc, en général, quand on a une bonne assurance vie, en face, on a le pendant en PER. Et donc, l'NCA, placement direct. Quorum, ça, c'est vrai aussi. Ok, donc toujours les mêmes. Comme toujours ça, au moins, les gens qui écoutent et regardent, ils ont vraiment tout. Ils ont tout. Ouais. Maintenant, pour terminer, si on prend le fameux petit cas pratique. Donc, imaginons, par exemple, j'ai 30 ans, je suis ingénieur. Tiens, je suis ingénieur, je veux placer pour ma retraite pour mes 60 ans, donc horizon de temps de 30 ans. Je gagne plutôt bien ma vie, je gagne 3 000 euros par mois.
et j'ai 500, 600 euros d'épargne chaque mois que je peux mettre, que je peux investir. J'ai déjà une épargne de précaution. Et mon objectif, moi, dans 30 ans, ça serait d'atteindre un capital de 1 million d'euros. Tu ferais quoi comme stratégie pour cette personne, potentiellement? Alors déjà, c'est ambitieux de dire que dans 30 ans, la retraite sera à 60 ans. C'est vrai, déjà. Elle sera peut-être Justement, plus vers 70. Il veut ses 1 million pour être sûr de la prendre à 60 ans. Quoi. Okay, pas attendre 72. Donc il a complètement raison de vouloir anticiper lui-même et de ne pas se reposer uniquement sur la promesse de la retraite de l'État. Alors, moi, c'est globalement à peu près comme le profil de tout à l'heure. Hein. Comme on l'a vu tout à l'heure. Entre 20 ans d'horizon de placement et 30 ans, ça change pas grand-chose. Fondamentalement, ça reste du temps long. Composé. Voilà, il y aura plus d'effets d'intérêt composés, effectivement. Pareil, 100 000 euros ou 500, 600 euros par mois, ça ne change pas non plus tellement l'allocation parce que ce qu'on a dit tout à l'heure à 100 000 euros, on a dit c'était accessible à départ minimum 5 euros, etc. Peut-être que le private equity, ça sera peut-être un peu plus dur avec 500, 600 euros par mois. Il faudra en gros attendre peut-être 6 mois, 7 mois ou plus, juste pour avoir une petite poche et se dire, voilà, là j'ai accumulé 700 euros que je voulais mettre, j'ai accumulé 1000 euros avec, je sais pas moi, 100 euros par mois pendant 10 mois que je voulais investir sur le private equity. Et du coup, j'investis que tous les 10 mois sur le private avec 1000 euros, typiquement. Voilà, ça change un petit peu ça. Mais fondamentalement, le portefeuille peut complètement être le même. Voilà, même si du coup, il a un profil de risque, une tolérance au risque plus élevée, vu qu'il a aussi un horizon de placement plus élevé, peut-être qu'on va même diminuer un peu toute la partie SCPI, un peu plus défensive qu'on avait mis tout à l'heure, et peut-être augmenter la partie un peu plus offensive, action, private. Voilà. Mais globalement, ça ne change pas fondamentalement les choses. Et pour atteindre ces 1 million d'euros sur 30 ans, tu penses que juste en laissant tourner comme ça avec 500 euros par mois, ça suffit? Ou est-ce qu'il est obligé d'aller faire de l'immobilier physique aussi et lever de la dette à la banque pour acheter un appartement ou autre? Faudrait faire les calculs, il faudrait regarder un petit peu, faire des projections avec différents scénarios et voir à peu près qu'est-ce qu'il pourrait atteindre. Après, effectivement, s'il n'est pas endetté, ça peut être un levier quand même très, très rapide et utile, donc d'utiliser l'effet de levier, qu'il aime l'IMO physique ou pas, avec des SCPI, comme on l'a dit tout à l'heure, autant utiliser effectivement sa capacité d'endettement. Ça, c'est clairement quelque chose qui est envisageable. Après, peut-être qu'il aura sa résidence principale, qu'il veut garder son endettement pour sa résidence principale. Voilà, en fonction de ce qu'il veut faire. Mais l'endettement, c'est vrai que autant profiter de cet argent qui n'est pas le nôtre, qui est celui de la banque. Faire levier, c'est très puissant. Et encore une fois, il n'y a pas que l'IMO physique. On peut faire ça sur des SCPI et ça peut être très rentable. Écoute, merci à toi. On affichera à l'écran avec les petits graphiques intérêts composés avec 600 euros par mois sur 30 ans, combien on peut atteindre avec différents types de rendements pour appuyer le propos avec des chiffres, vu que tu es très chiffré comme ça, on montrera ça. Et 600 euros, c'est une belle capacité d'épargne, donc ça doit faire des jolis chiffres. Ouais, donc je pense qu'on peut atteindre, surtout sur 30 ans avec l'effet intérêt composé, ça sera pas mal. Est-ce que pour terminer, s'il y en a qui veulent te suivre et qui ne te connaissent pas encore, où c'est qu'on les renvoie vers YouTube, ton livre potentiellement? Oui, s'ils aiment bien le format vidéo, peut-être ma chaîne YouTube, effectivement. Ouais. Mathieu Louvet, s'investir. Et voilà, tout simplement. Ok, je mettrai tout ça en description. Écoute, merci à toi, on a apporté beaucoup de valeur, donc c'était vraiment top. Et merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, bye. Merci beaucoup.